Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors ce week-end, j'ai participé, d'abord j'étais là pour écouter, puis j'ai participé plus ou moins activement à un space qui a duré 3h47. Bon, j'étais en voiture, ça m'a occupé. Avec un frère qui s'appelle Jack, et il a enregistré le space, donc ce qui fait que il est écoutable, mais bon, malheureusement je ne sais pas extraire le son. Il faut aller sur Twitter, X pour l'entendre. Je le mettrai en commentaire pour les plus courageux d'entre vous qui veulent se farcir les 3h47. Bon, c'est beaucoup de psychologie, psychanalyse, etc., etc. Évidemment, quand c'est interactif, c'est plus facile parce que une idée en amène une autre que quand on parle en monologue dans les audios comme ça. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter. Il y a des choses plus ou moins étonnantes, parfois un peu choquantes, mais bon. Ici, dans l'audio, je vais essayer un petit peu de synthétiser certaines choses qui ont été dites, pas tout, parce que c'est trop long. Parce que c'est des choses, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent, et que peut-être on ne réalise pas. Parce que on n'y pense pas, ou on sait pas décoder, etc. Donc dans ce space, on a parlé de plein de choses. Le chantage affectif, la perversion narcissique, etc., etc. Et vers la fin, dans la dernière heure, je crois, on a décortiqué, en fait, qu'est-ce que ça signifiait exactement. Les femmes qui montrent leurs atours, qui sont très dans l'exhibitionnisme, en fait, de leur poitrine, de leurs fesses, etc., etc. Qu'est-ce que ça signifie pour elles, et qu'est-ce que ça signifie pour les hommes qui aiment ça. La conclusion a été assez choquante, quand même, parce que, mais elle tient la route, selon moi, d'où j'en parle. Bon, c'est vrai qu'il y a une constante. Je commence par le commencement. Il y a une constante, c'est qu'on voit que beaucoup de femmes comme ça, assez connues de nos jours. Bon, quelques exemples, Nakamura en France, Jennifer Lopez en Amérique, un peu ce style de femmes-là, vous voyez. Très femme-homme, en fait. Femme masculine, énergique, dominante, etc. Mais on voit qu'en même temps, c'est pas des femmes qui refusent leur féminité. C'est-à-dire que elles sont pas avec des gros pulls occupées à dire « ne me regarde pas », etc. Non, elles sont dans l'outrance, c'est-à-dire « regarde-moi, je t'expose tous mes atours possibles et imaginables », etc. Alors, qu'est-ce que ça signifie de la part de la femme, en fait ? En fait, d'un premier abord, les gens ont envie de dire « ouais, c'est pervers, c'est impudique, machin, etc. » Et on s'arrête là. En fait, ça va beaucoup plus loin. Quand on rentre dans les profondeurs de la psychologie, en fait, c'est un énorme complexe de femmes dominantes, en fait, qui veulent dominer, qui veulent concurrencer les hommes, et qui disent « je n'ai pas ton attribut sexuel, parce que je suis une femme, mais je vais te jeter à la figure tout ce que j'ai et que tu n'as pas. Mes seins, mes fesses, mes grosses lèvres, mes trucs, mes cheveux rajoutés, teint long, frisé, lissage brésilien. C'est-à-dire, je vais t'inonder de mes atours féminins pour contrebalancer le phallus que je n'ai pas. Donc en fait, c'est des femmes qui sont en concurrence avec les hommes et qui veulent dire je ne suis pas faible, moi j'ai aussi des choses, il n'y a pas que toi, et je rentre en fait en concurrence avec toi. Donc en fait, contrairement à ce que certains hommes pensent, c'est pas des femmes ultra féminines qui montrent leurs atours, ce sont en fait des femmes masculines, mais qui sont complexées de ne pas avoir les attributs masculins, et qui contrebalancent en agressant le spectateur, le fan, en lui jetant en pâture, en fait, tous ses atours d'une manière outrancière. Donc en fait, c'est pas une démarche féminine, c'est une démarche masculine. Et j'ai rajouté, dans le space, que le sommet de ce phénomène,
Et après, on va s'intéresser à pour quel genre d'homme, en fait, s'intéresse à ça. Le sommet de ce genre de phénomène, c'est ce qu'on appelle les she-males. C'est-à-dire, les she-males, ce sont des femmes, d'après ma abord, a priori, ce sont des femmes ultra féminines, maquillage à outrance, poitrine surgonflée, etc., etc., et qui en plus ont un attribut masculin. Donc en fait, ça montre bien que c'est ça la quête, en fait. La quête, c'est je t'inonde de mon ultra-féminité exagérée, dopée, gonflée, pour, en fait, être dans une démarche de concurrence. J'ai aussi des attributs. Il n'y a pas que toi. Et donc, en fait, c'est l'inverse de la féminité. Parce que la féminité, à l'opposé, c'est la discrétion, l'acceptation de l'infériorité parce qu'on n'a pas l'attribut. Et donc, on est dans une logique d'humilité et de soumission. Soumission dans le bon sens du terme, on se comprend. Qui s'accompagne donc de pudeur, de timidité, de discrétion, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas se tromper de message concernant ces femmes masculines, surféminines. C'est en fait une démarche de femmes complexées et qui veulent briser ce complexe par l'outrance d'inonder l'écran de leur forme pour dire moi aussi j'ai des formes, même si j'ai pas d'attribut masculin. Alors maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est les hommes qui sont séduits par ce type de femmes, attirés. Parce que ça peut vouloir dire des choses un peu troublantes. Comme c'est une démarche masculine qui vise à concurrencer les hommes, et qu'on est donc loin du standard féminin, qui serait l'opposé. Pas très maquillée, humble, discrète, timide, qui est rouge quand on fait un compliment, qui rougit, etc., etc. Si un homme, il s'intéresse à ces femmes-là, surmaquillées, surexposées, surgonflées, ça peut cacher, et le phénomène des she-males en est la démonstration, ça peut cacher en fait une homosexualité refoulée. D'où l'énorme succès. Je crois que maintenant, au Bois de Boulogne, en France, il n'y a pratiquement que des she-males, c'est-à-dire des hommes déguisés en femmes, très féminines, avec des grosses bottes, des gros seins, etc. Et beaucoup d'amateurs. Donc ça signifie, en fait, que dans nos sociétés, il y a maintenant, en fait, des femmes qui ne sont plus des femmes, qui sont des femmes qui veulent entrer en concurrence avec les hommes en faisant ce qu'elles font, et des hommes qui aiment ça, qui sont attirés par ça et qui trouvent que la vraie femme, les vraies femmes féminines, c'est-à-dire qui sont à l'opposé de ça, discrètes, timides, je ne vais pas répéter, eux, ils les trouvent fades et pas attirantes. Et donc, ça signifie que pas mal d'hommes, sans s'en rendre compte, quand ils sont attirés par ces femmes excentriques masculines, sont en fait dans une homosexualité refoulée, ce qui fait que les she-males, qui sont l'aboutissement de ce phénomène, ont tellement de succès dans les milieux de la prostitution. Donc c'est lourd de sens, quand on voit le nombre de stars maintenant qui ont un peu ce profil-là, de se dire que, en fait, ça représente une espèce de démonstration malsaine et détournée de ce qu'est une femme, parce que vous l'avez tous remarqué, je suppose, tous ces travestis, drag queen ou femmes de type excentrique, enfin Lopez et autres, ce sont en fait des femmes complètement opposées au modèle islamique, par exemple. D'où le paradoxe quand des musulmanes voilées agissent, parlent et ont le même fonctionnement que ces femmes-là. Parce que là, on est dans une espèce d'imposture, etc., etc. Donc, comme je l'avais écrit sur Twitter aujourd'hui, pour d'autres raisons, il est du devoir des hommes de bien, des hommes qui veulent le bien, etc., de sanctionner sévèrement, en fait, ces femmes dépravées qui veulent entrer en concurrence avec des hommes à travers leurs atours, en les ignorant, en les boycottant, en les laissant, en fait,
aux chacals, aux hyènes et aux vautours, et à valoriser et à se diriger vers leur opposé. C'est-à-dire les femmes qui sont dans leur rôle de féminité, ne sont pas dans une démarche de complexe et de concurrence et d'agression de l'homme, qui au contraire attendent l'homme, sont dans une logique d'acceptation de leur statut, etc. Ces femmes-là, il faut les valoriser, parce que si les hommes se dirigent vers des espèces de demi-trans, trois-quarts trans ou complètement trans, en fait, toutes ces femmes et donc normales, se retrouvent exclues, abandonnées, ignorées. Et donc, ça déforme toute une société, parce que comme toute personne veut un jour se marier, avoir des enfants, etc., tu te retrouves pris en otage par cette espèce de mode dans lequel, en fait, tu te dis, si je suis pas le mouvement, je suis hors jeu, en fait. Et qui est responsable de ça? C'est les hommes qui n'ont pas su exclure, boycotter, se désabonner, bloquer des femmes qui sont comme ça dans l'outrance, concurrence aux hommes, et qui n'ont pas valorisé, en fait, les femmes qui sont en plein dans leur féminité vraie, en disant, ouais, c'est fade, ouais, elle est timide, ouais, elle est pas entreprenante, ouais, elle est pas sophistiquée, etc. Parce que ce sont tous des signes d'alarme, normalement, pour dire, attention, femme complexée, femme agressive, femme qui va entrer en concurrence avec toi. Et si tu lui donnes de la valeur, elle t'intéresse, c'est que tu aimes cette masculinité féminisée, qui a son aboutissement, je le répète, dans tout ce qu'on appelle she-male, ladyboy et compagnie. Et donc, ça veut dire, si ça a beaucoup de succès, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une homosexualité refoulée. Ça voudrait dire que tous les hommes qui sont attirés vers ce genre de femmes, qui en rajoutent, qui sont dans l'excès, l'agression, ils ont peut-être quelque part une homosexualité refoulée. Donc il y a des questions à se poser. Dans cette discussion de ce space, on a abordé plusieurs choses. Notamment, si je me rappelle bien, pour les détails, je vous renvoie au space, parce que c'était très long, donc je ne peux pas me rappeler de tout. Notamment, le jeu très délicat qui consiste à devoir gérer quelqu'un qui a un trauma de l'enfance et qu'on veut aider. Bon. Il y a un phénomène très particulier qui se met en place, qui est que l'être humain, pas tous, mais certains êtres humains, refoulent une expérience traumatique de l'enfance. Ils la refoulent. Pourquoi? Parce que c'est un événement traumatisant, dérangeant, et qui parfois implique des gens qu'on n'a pas envie de montrer du doigt. Un père, un oncle, un professeur de religion islamique, un voisin, bon, qui est peut-être aimé et respecté de tous. Et donc, dans un mécanisme de défense et de négation, on refoule ce souvenir traumatisant dans l'inconscient. Et on se dit non, c'est pas possible, je me suis imaginé, j'ai dramatisé. Ma mère me dit, chut, Archouma, on va pas faire attirer l'attention sur nous. Oublie. Donc on oublie. Bon. Problème, l'inconscient, il ressurgit. Dans les rêves, dans les moments difficiles, dans les moments de crise, dans les moments de dépression, ça ressort. Alors, le souci, c'est que, étant donné qu'une personne a construit sa vie dans ce refoulement, parfois depuis de très nombreuses années, si vous voulez l'aider à exorciser ce mal, à percer l'abcès, j'ai envie de dire, quelles qu'en soient les conséquences, vous vous retrouvez peut-être, voire sûrement, au banc des accusés de quelqu'un qui remue la boue, qui cherche les ennuis, laisse-moi tranquille, c'est pas grave, mais j'ai oublié, à quoi bon, c'est trop tard, il y a 25 ans, etc. Alors, au final, c'est bien tout ça, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit dans le space? Au final, en fait, pour ceux qui se sentent concernés, qui ont vécu des trucs comme ça, au final, en fait, soit vous acceptez l'autodestruction et l'autosabotage de votre vie, vous n'arrivez pas à vous marier, vous avez des blocages, vous passez d'un divorce à l'autre,
Tout d'un coup, vous repoussez votre mari, vous savez pas pourquoi, bon, etc., etc. Donc, vous êtes dans l'auto-sabotage de votre vie. Vous vous auto-détruisez pour les actes d'une autre personne qui n'est pas vous, vous avez subi. Et donc, vous préférez vous auto-détruire plutôt que détruire le coupable. À travers, évidemment, la honte, le scandale, la dénonciation, etc., etc. Alors, à un moment donné, bon, moi je veux bien, mais voilà, l'islam c'est la religion de justice. Certes, il y a le pardon et l'oubli, mais à un moment donné, si les choses ont été graves, répétées, si vous ne dites rien, c'est une position très délicate parce que vous pouvez être une espèce de complice, puisque cette personne va continuer de faire ce qu'elle fait, elle n'est pas punie, elle n'est pas dénoncée, donc elle va continuer. Donc il y aura des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui vont subir ce que vous avez subi. Donc vous êtes sa complice finalement. Vous cachez votre petit secret. Et en même temps, vous détruisez votre propre vie. Donc à un moment donné, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est moi ou c'est lui. C'est même pas que moi, c'est nous, les innocents, ou c'est lui, le coupable. Alors certes, ça va attirer l'attention sur ma famille, ma réputation sera salie, la personne sera traînée dans la boue, peut-être qu'elle est très respectable, c'est une professeure de religion, je ne sais quoi. Mais à un moment donné, est-ce que vous voulez vous autodétruire pour éviter le scandale? Et vous couler toute seule, avec des médicaments, des psychiatries, des psychologues, etc., etc. En général, ce qui se passe malheureusement, c'est que les gens sont dans le refoulement et dans la prise de drogue ou médicaments pour oublier, pour cacher, somnifères, antidépresseurs, alcool, cannabis, pour s'anesthésier et oublier la souffrance, oublier le mal. Et le problème, c'est que ce sont des écrans de fumée qui mettent ça sur le côté pendant quelques heures, quelques jours, et puis ça ressurgit, encore et encore. Et il y a des gens innocents, eux aussi, qui souffrent de votre expérience non traitée, non exorcisée, et qui ne savent pas pourquoi ils souffrent, parce qu'ils ne vous ont rien fait, eux. Donc en plus de vous auto-saboter, vous faites souffrir des gens qui, eux, ne vous ont rien fait. Votre mari, vos enfants, votre père, je sais pas. Donc à un moment donné, les choses sont assez claires. Si vous avez subi un dommage d'une telle ampleur, vous devez vous dire, c'est moi ou lui. Et il n'y a aucune raison qu'en tant que victime, vous soyez la personne qui coule avec vos proches, pendant que cette personne coule des jours heureux, dans la respectabilité, etc., etc. Bon, il y aura toujours des gens pour débattre. Oui, mais non, ouais, mais il faut oublier, parce que truc, c'est entre toi et Allah, il faut demander à Allah qu'il efface ta mémoire. Oui, mais le problème, tout ça, c'est pas fondamentalement faux, mais le problème, c'est que il y a des gens qui sont émotionnellement fragiles, il y a des gens qui sont plus impactés que d'autres. Tout le monde sait que deux personnes vivent la même situation. Il y en a une qui tourne la page, il y en a une qui n'arrive pas à la tourner. Et qu'à un moment donné, c'est triste de voir des gens qui transportent avec eux tous ces fardeaux, tous ces traumas, et qui vont non seulement se punir eux-mêmes, mais punir des innocents, des proches, mari, etc. C'est une grande injustice, en fait. Et pendant ce temps-là, l'injuste, le coupable, lui, continue ses crimes en toute impunité. Il coule des jours heureux dans sa vieillesse. Et ni vu ni connu. Et vous êtes là, avec vos souvenirs, vos traumas, votre incapacité à avoir une vie stable, harmonieuse. Est-ce que c'est juste? Ça, la question qu'il faut se poser. Les psychiatres sont remplis de gens qui ont des traumas de l'enfance, qui ont assisté à des disputes violentes, qui ont eu des parents alcooliques, qui ont eu des parents qui avaient des disputes graves avec des départs de la maison,
des menaces, des coups, ou des punitions trop sévères, enfermés dans une cave noire, des attouchements, des viols. Toutes sortes de choses se passent quand les portes sont fermées. Et évidemment, comme souvent chez les musulmans, on s'en lave les mains, on n'a pas envie de faire le scandale, on préfère regarder ailleurs. Et puis on dit, un tel est toxicomane, oh là là, un tel est tout le temps fourré chez les psys, c'est une cassos. Ouais. C'est quand même une grande injustice. Hein. Tu subis, t'es mal, t'es dans le déni, tu refoules, etc. Et puis, tu te retrouves à être jugé comme la personne problématique. Mais à nouveau, comme je l'ai dit dans d'autres audios, dans la vie, il n'y a pas 36 000 solutions. On a tous notre parcours, on a tous subi des choses plus ou moins traumatisantes, suivant notre nature et la nature des faits. Mais la question, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que je veux m'en sortir et réussir ma vie, notamment de couple, ma famille, etc., ou en fait je veux amener tout le monde avec moi dans le Titanic parce que je ne veux pas me soigner. Et je suis dans le déni de ce qui m'est arrivé enfant. Vous n'avez pas le droit de faire ça non plus parce qu'à ce moment-là, vous devenez aussi une injuste. Vous avez subi un injuste, mais là, vous devenez une injuste parce que vous sacrifiez mari et enfant pour une pathologie non soignée. Parce qu'évidemment, tout ça a des effets. On devient schizophrène, on devient mythomane, on devient bipolaire, parce que, justement, on développe des mécanismes de protection pour survivre. Parce que l'humain veut survivre, l'instinct de survie. Donc le cerveau, il déconnecte, il débranche, il cache, il oublie, ça devient flou. On ne sait plus si on a rêvé ou si c'était vrai. Mais le traumatisme, il est là. Et bien là. Et il va vous poursuivre toute votre vie. Et malheureusement, comme beaucoup de gens sont lâches, ils prennent des calmants, ils prennent des somnifères, des drogues douces, etc. Et ils oublient. Et ils s'enfoncent dans la boue. Leurs proches ne les reconnaissent pas. Ils deviennent asociaux, froids, distants. Et au final, inévitablement, ils se retrouvent en fait mariés à leur trauma, seuls entre quatre murs, soit dans une chambre en psychiatrie, soit dans une cellule de prison, soit dans un petit studio, pour les plus débrouillards, on va dire. Parce que tout simplement, si vous avez choisi de subir votre trauma et d'en être victime, etc., les gens autour qui ne l'ont pas subi, ils ne subissent que vous. Et vous devenez leur source de trauma. Donc un trauma non soigné, un trauma non exorcisé, va faire que vous allez faire subir à de nouvelles personnes un autre genre de trauma et que vous allez donc punir des innocents, à commencer par vous-même. Mais ça demande du courage de dire « je suis malade, j'ai subi des choses qui m'ont fortement impacté, que je transporte avec moi jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai des réactions comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas normal. J'en ai marre de me sentir mal. J'en ai marre d'être tout le temps nerveuse. J'en ai marre d'être tout le temps dépressive. Je me prends en main, je prends mon courage à deux mains et je vais me faire psychanalyser, suivre, traiter, écouter par des gens dans l'hypnose, etc., etc. Parce que sinon, je suis foutu et mon environnement est foutu. Et moi, je n'ai pas à faire subir ça à mari et enfants. C'est injuste. Ils ne m'ont rien fait, eux. Alors j'avais dit en fin de Space, sujet un peu délicat, mais enfin, je le dis quand même, j'ai eu des conversations avec des psys, etc. Et ils disent certaines choses un peu en off, qu'ils ne vont jamais dire en vrai. Ils disent, le problème qu'on rencontre dans nos consultations, c'est que bon nombre de gens, ils se lâchent pas, en fait. Ils ont honte, ils tournent autour du pot. Quand on aborde des questions épineuses de la mère et du père et de proches,
il se mure dans le silence. Non, tout s'est bien passé. Mes parents étaient gentils, ils m'aimaient, machin. Et je sens en fait ils me disent, je sens qu'on n'atteint pas le point important. On tourne autour, on se perd dans des détails. Et le trauma, il est là, on le voit, on le sent, mais le patient n'a pas la volonté, le désir de percer l'abcès et de dire les choses. Parfois des choses qui peuvent être choquantes, bien sûr, hein, parce que bon, il se passe toutes sortes de choses dans les familles, des violences psychologiques, des humiliations, plein de choses, malheureusement, qui souvent se pérennisent, hein, que celui qui fait subir, il a lui-même subi enfant, donc il reproduit, et il refait subir ça à ses enfants, par exemple. Mais ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête le jour où quelqu'un dit « stop ». C'est invivable, c'est injuste. Je punis des gens innocents. Je vais me prendre en main et il faut que je sorte tout ça de moi. Alors donc ils disent bon, malheureusement beaucoup de patients on n'y arrive pas. Alors bon, ben comme ils sont pas bien, ben on finit par leur donner des trucs pour gens pas bien, quoi. Xanax, Prozac. Maintenant, il y a toute une série, une dizaine comme ça, bon, qui sont en fait des choses qui anesthésient le cerveau et qui ont des effets secondaires. Donc vous devenez une sorte de légume, une sorte de zombie, vous dormez beaucoup, vous riez bêtement, vous êtes un peu déconnecté de la réalité, etc. Et les gens, comme ça leur permet de vivre avec leur trauma sans trop en souffrir, sans trop s'en rappeler, etc. Et il rajoute, pour bien faire, on devrait avoir accès à leur inconscient. Et pour avoir accès à leur inconscient, s'ils font barrage, par honte, par peur, pour toute série de raisons, on n'y arrive pas. Donc en fait, on baisse les bras et on prescrit des trucs pour anesthésier. Pour bien faire, avec ces patients récalcitrants qui n'arrivent pas à se livrer et tout, il faut passer par ce qu'on appelle les psychédéliques. Pour ceux les plus curieux, hein, taper psychédéliques, etc. Parce que les psychédéliques, en fait, dans un cadre médical et convenablement dosé, etc., permettent à l'individu de sortir de lui, de se désinhiber et d'enfin parler du vrai sujet. Mais à nouveau, prendre un psychédélique, ça impose de dire, bon, je vais lâcher prise, je vais dire des choses que je ne dis pas d'habitude, je vais m'ouvrir émotionnellement, etc., etc. Et donc c'est aussi une démarche qui fait peur. Parce qu'on dit, j'ai peut-être pas envie de dire certaines choses, j'ai pas envie qu'on sache certaines choses, sur moi et sur ceux qui m'ont fait du mal. Donc, quelle que soit la solution, psychédélique et psy, etc., on sort jamais du schéma qu'il faut, à un moment donné, avoir du courage. C'est-à-dire de dire, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de rater mes mariages. Il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que sinon mes enfants vont reproduire, mes enfants vont manquer d'amour, ils vont me voir déprimée, ils vont me voir soucieuse, ils vont me voir dans des états que j'ai pas envie qu'ils me voient, et on n'en finit plus. Eux, ils auront d'autres carences, d'autres problèmes, et ça continue. Et donc ce sujet-là, on a pas mal discuté avec Jack dans le Space. Certainement que beaucoup d'entre vous sont concernés, mais l'équation, elle est là. Je veux dire, alors dire c'est trop tard, il y a longtemps, c'est pas grave, j'ai appris à vivre avec. Oui, je veux bien vous croire. Si vous avez réussi votre vie sentimentale, si vous avez raté votre mariage, que vous êtes toute seule, et que vous n'osez plus refaire votre vie, et qu'en fait vous vivez avec, comme ils disent ici, avec vos démons, ben ça va pas. Ça veut dire que ça ne va pas. Et vous savez, de nos jours, beaucoup de gens vivent 70, 80, 90 ans. Si vous en avez 30, 40, vous êtes encore parti pour un demi-siècle de souffrance, de tristesse, de mélancolie. Je sais pas quoi dire. C'est quand même triste, l'autosabotage. C'est triste de ne pas savoir aimer. C'est triste de ne pas savoir se laisser aller. C'est triste d'être tout le temps sur la défensive. C'est triste d'être dans des
dans un état de dominance, d'être dominé par son inconscient, qui en fait dicte votre vie et vous empêche de ceci, vous empêche de cela. Bon, c'est des sujets évidemment complètement ignorés à 300%. Les gens sont dans les constats finaux. Ah, c'est une bonne, une mauvaise épouse. Ah, c'est un bon, un mauvais mari. Fais ton enquête pendant le Mukawala. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Ah, machin, c'est un fumeur de machin. Ah, c'est une fille qui enlève le voile. Bon. Oui, mais bon, il se passe quoi derrière tout ça, en fait? C'est quoi le truc? Par contre, ce que j'ai déjà dit dans d'autres audios, je vais le redire ici. Malheureusement, avec toute la fraternité du monde, avec toute la volonté d'aider du monde, quand une personne, écoutez bien, c'est point important, quand une personne vous prend en ennemi parce que vous voulez l'aider à sortir du trou, malheureusement, vous ne pouvez pas endosser ce rôle d'ennemi alors que vous êtes un bienfaiteur. Vous devez, à contre-cœur, abandonner la personne dans son trou. Et peut-être qu'elle-même, un jour, se décidera à en sortir. Mais si vous insistez et que la personne ne veut pas, parce que ça va soulever des dossiers qu'elle n'a pas envie d'ouvrir, et qu'elle est dans le déni, et qu'elle préfère oublier avec des somnifères, du cannabis, vous deviendrez un élément désagréable pour elle, parce que vous vous attaquez à des questions dérangeantes. Et donc, vous devenez dérangeant. Et donc, vous serez sanctionné. Alors, quand vous êtes dans cette configuration-là, avec un homme traumatisé ou une femme traumatisée, il faut pouvoir dire, écoute, prends-toi en main, qu'Allah t'aide. J'espère que tu auras le courage de te soigner, de voir ta réalité en face, ta réalité familiale, ta réalité de l'enfance. Mais moi, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis occupé à y perdre ma santé mentale. Et les enfants aussi sont perturbés de te voir perturbé. Et à un moment donné, dans un panier de pommes, quand il y a une pomme qui pourrit, soit tu la sors, soit elle contamine tous les autres. Et là, c'est une logique de survie de groupe. Quand on est en groupe, et une famille, c'est une petite tribu, hein, tu ne peux pas sacrifier tout le groupe parce qu'un membre du groupe ne veut pas arrêter la chaîne de destruction familiale et veut vivre avec ça et se venger sur les proches, vu qu'elle n'a pas le courage de se venger sur les responsables, parce que chacun ses raisons. Donc voilà, bon, je vous renvoie, là j'ai parlé 33 minutes, je vous renvoie vers le space, pour ceux que ça intéresse, tout ce genre de sujet. Ça dure pas mal, hein, entre 3 et 4 heures. Il y a Jack qui parle, il y a moi et parfois d'autres intervenants. Et on parle de tout ce qu'on a parlé ici, plus d'autres choses dont je me souviens pas, mais enfin bon, qui tournent autour de tout ça en tout cas. Tous ces phénomènes psychologiques, etc. Je vous remercie d'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.